La stratégie pour correctement assimiler les nutriments qui te feront guérir. Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo qui va t'expliquer concrètement comment assimiler correctement les nutriments qui vont te faire guérir. Si tu es ici, c'est que tu as des problèmes digestifs normalement, hein, et comme pour toute pathologie, comme tout dysfonctionnement, il faut apporter à ton corps ce dont il a besoin pour pouvoir se réparer. Encore faut-il que ton corps puisse les assimiler, ces nutriments. Eh bien, c'est exactement l'objet de cette vidéo. On va aborder la question donc, de l'assimilation des nutriments sous différents angles. Donc on va les lister un par un et à la fin de la vidéo, je te montrerai exactement ce qu'il faut que tu mettes en place pour pouvoir correctement assimiler enfin ce que tu manges. Parce que la clé de ton problème, et en fait c'est un des plus gros facteurs limitants, c'est que tu dois absolument absorber ce que tu manges. Si tu n'absorbes rien, tu ne pourras pas guérir ni te réparer, c'est pas possible. Il y a un énorme gouffre entre l'aliment qui est ingéré et le nutriment, donc que tu vas en tirer, hein, qui va être utilisé. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe ici en fait. Qu'est-ce qui se passe comme étape intermédiaire qui peuvent influencer l'absorption du nutriment en question. Le premier point, on va appeler ça la densité nutritionnelle. Autrement dit, pour une unité d'aliment, donc on parle en général de 100 grammes, combien de nutriments, donc souvent on parle d'ailleurs de micronutriments, donc les vitamines et les minéraux, donc combien de vitamines et de minéraux je peux en tirer. Voilà, c'est juste ça. Si l'aliment est extrêmement dense en nutriments, eh bien ça va être intéressant, parce que pour une fraction très petite, on va pouvoir en collecter beaucoup de vitamines et beaucoup de minéraux. Alors d'autres sont denses également en macronutriments, donc en protéines, en lipides et en glucides, ça compte aussi, hein. Mais ici on va un peu plus s'orienter et se pencher sur la micronutrition, donc les vitamines et les minéraux. Donc ici, plusieurs exemples, l'huître, l'œuf, le foie de veau, les sardines, c'est pas des exemples que j'ai pris au hasard, parce que si un aliment est extrêmement dense en nutriments, c'est une chose, mais si la forme de vitamines et de minéraux n'est pas biodisponible, alors il n'est pas assimilable aussi efficacement qu'un autre minéraux ou vitamine. Quand on parle de biodisponibilité, soit on parle de quelle fraction du nutriment est véritablement utilisée par le corps, soit est-ce que le nutriment que j'ingère, il est sous une forme qui est directement assimilable, ou est-ce qu'il doit être transformé par le corps par une multitude d'étapes intermédiaires avant de pouvoir être utilisé. Et c'est comme une machine, plus il y a d'étapes intermédiaires, moins le nutriment va être utilisé efficacement. Donc le rendement va baisser proportionnellement au nombre d'étapes intermédiaires qu'il y a. Exemple ici, dans le foie de veau, il y a une quantité faramineuse de vitamine A sous forme de rétinol. Le rétinol, c'est la forme qui est directement active de la vitamine A. Mais dans les carottes, on a dû vous dire aussi qu'il y avait de la vitamine A, mais sous forme de bêta-carotène. Le problème, c'est que euh, pour le bêta-carotène, il faut le convertir en rétinol. Et le taux de conversion bêta-carotène à rétinol est d'environ 5 à 10%. Et en plus de ça, ça dépend des apports en zinc, ça dépend de la santé de votre foie. Donc si votre foie est surchargé et qu'en plus de ça vous êtes carencé en zinc, eh bien cette conversion de bêta-carotène en rétinol va être fortement dégradée, diminuée et donc pas super intéressante, quoi. Ce qui fera donc de la carotte une source pas super intéressante de vitamine A. Pour ainsi dire, il faut plusieurs kilos de carottes pour équivaloir le même apport en vitamine A active, donc rétinol, obtenu dans 100 grammes de foie de veau. Sauf que le foie de veau, en fait, c'est un aliment qui est incroyable parce qu'il est extrêmement riche en nutriments, biodisponibles et actifs, mais pas qu'en vitamine A en fait. Il est riche en B12, il est riche en cuivre, riche en fer, riche en zinc, en plein d'autres minéraux et d'autres vitamines, hein, d'accord. Ce qui fait du foie en fait un véritable super aliment, tout comme l'huître est extrêmement riche en cuivre, en zinc et en iode, surtout l'iode c'est hyper important. Les œufs pareil, un panel ultra diversifié en vitamine B, pareil, actif et biodisponible. Et les sardines c'est pour le coup une source hyper intéressante d'oméga 3. Effectivement là je parle de vitamines et minéraux, mais ce que je raconte là, les formes actives et ce qui est biodisponible, ça marche également pour les macronutriments. Donc ici, exemple sardines et graines de chia. Les graines de chia, souvent, c'est vendu comme une source intéressante d'oméga 3. Sauf que dans la sardine, ces oméga 3 sont sous forme EPA, voilà, je l'écris ici, et DHA. EPA, DHA, c'est la forme aussi utilisable directement et hyperactive de l'oméga 3. Sauf que dans les graines de chia, on a une forme d'oméga 3 qui est dite ALA. Donc c'est de l'acide alpha-linolénique, on s'en fout un peu du nom. Le principe est très similaire en fait au bêta-carotène, c'est-à-dire que le corps, lui, demande de l'EPA-DHA, mais si vous mangez donc de là et là, il faut le convertir. Et pareil, le taux de conversion est désastreux, on parle d'environ 5% pour les plus chanceux. Donc dire que les graines de chia sont une source intéressante d'oméga 3, c'est faux, hein, parce que déjà, souvent les gens ils parlent au 100 grammes, et personne ne mange 100 grammes de graines de chia, donc rapporté à la portion, bien souvent ça s'effondre un petit peu. Et en plus de ça, la forme d'oméga 3 dans la graine de chia, elle n'est pas grandement assimilable en fait. Ce qui fait des graines de chia une source d'oméga 3, mais minime, c'est rien du tout comparé aux sardines par exemple. On pourra parler aussi du ratio oméga 3 oméga 6, c'est pas trop l'objet de la vidéo, on en parlera dans d'autres, hein. Mais le fait qu'il y ait beaucoup d'oméga 6 dans les graines de chia, ça fait également de cet aliment quelque chose de pas intéressant du tout. Bref, autre point intéressant, on parle de synergie, cofacteur et antagoniste. Bon, en fait, la synergie, c'est juste le combo, hein, de cofacteur et antagoniste. Tous les minéraux et vitamines fonctionnent sur un système d'interaction. C'est-à-dire que quand il y a trop de l'un, eh ben, un autre il va baisser.
et d'autres vont fonctionner ensemble. Voilà, l'exemple ici sont les métaux lourds, c'est très connu, on en parlera après. Et donc le plomb, le mercure, le cadmium et l'aluminium ont de multiples interactions, donc actions antagonistes. Forcément, les métaux lourds sont de véritables parasites modernes. Et donc le plomb, on peut voir par exemple qu'il a une grosse interaction donc antagoniste avec le calcium, le zinc et le phosphore. Ça veut dire que trop de plomb va parasiter votre taux de zinc, de phosphore et de calcium. Donc parenthèse, en fait, avant de prendre des compléments alimentaires en zinc, il faut d'abord vérifier si on n'est pas intoxiqué au plomb et autres. Par exemple, il y a un rapport antagoniste entre le cuivre et le zinc. Ça veut dire que trop de zinc, ça vient baisser les réserves de cuivre, mais trop de cuivre, ça vient baisser les réserves de zinc. Donc un excès de zinc carence en cuivre, un excès de cuivre carence en zinc. C'est pour ça que je déconseille très très fortement de prendre des compléments alimentaires, parce que quand votre diète elle n'est pas correctement ajustée et de base extrêmement dense en nutriments, prendre une pilule de zinc, c'est pour moi délétère et totalement contre-productif parce que vous venez en fait bourriner dans une seule direction un apport massif de zinc, c'est 100% des AGA dans une gélule, sauf que votre diète ensuite elle n'est pas équilibrée, elle n'est pas dense en nutriments en fait. Donc ça crée un déséquilibre. En voulant faire une bonne action, ça crée un déséquilibre. Alors évidemment, il y aura quand même des résultats positifs à se supplémenter en zinc, en magnésium, etc. C'est sûr et certain, mais ça reste pas optimal. Pour moi, c'est insidieux, en fait, on s'en rend pas trop compte, mais concrètement, personne n'est capable à l'heure actuelle, sur la base de signes cliniques, de savoir s'il est carencé en cuivre. Si je prends encore l'exemple zinc-cuivre. Donc voilà pourquoi moi je m'oppose un petit peu aux compléments alimentaires quand la diète elle n'est pas correctement optimisée. Alors, pour moi, c'est pas du tout le premier, en tout cas, la première action que je mettrai en place. Pas du tout. Et donc certains sont des cofacteurs. Donc, par exemple, après on en reparlera de la vitamine D, mais si vous êtes carencé en vitamine D, ça va totalement altérer le fonctionnement, enfin en tout cas l'absorption pardon, du calcium et du phosphore. Donc une carence en l'un peut induire des carences en l'autre. Donc tout fonctionne en interdépendance. Et c'est ultra important d'avoir un spectre en micronutriments qui est dense, qui est riche, mais qui respecte ces ratios, qui respecte cette notion de cofacteur et d'antagoniste. Chose que vous n'aurez pas avec des gélules. Mais ce que vous aurez si vous basez d'abord votre apport en micronutriments sur les aliments. Parce que les aliments sont tous proportionnés correctement et respectent ces ratios-là. Si je reprends la vitamine D, dans les poissons gras, on a de la vitamine D, mais on a également le calcium, la vitamine K2 et le phosphore qui permettront à ces quatre éléments, donc D, calcium, phosphore, K2, de fonctionner tous ensemble. Voilà. Mais si vous prenez de la vitamine D en gouttes, mais derrière que vous mangez pas de K2, pas de calcium, pas de phosphore, ça sert juste à rien en fait. Et en plus de ça, un excès de vitamine D, ça va pomper vos réserves de magnésium. Et ça, c'est un cas qui est très documenté. Mais beaucoup de gens en fait, qui prennent des ampoules de vitamine D en hiver, avec des doses absolument faramineuses de vitamine D, et bien souvent, ça vient les mettre en carence de magnésium. C'est bizarre pourtant, parce que la vitamine D, tout le monde en parle. Mais bah voilà, en fait, ce système de cofacteurs et d'antagonistes, c'est réel. Donc les compléments alimentaires, moi, c'est pas que je déconseille. Il faut juste prendre ça de façon réfléchie et mesurée dans des cas très spécifiques. Donc ensuite, les métaux lourds. Les métaux lourds, on l'a vu juste avant avec le cadmium, le plomb, etc. Donc on va pas revenir dessus. Par contre, un élément intéressant, on appelle ça la chélation. Donc la chélation, c'est quand un élément vient se greffer à un autre, vient se lier à un autre, et le rendre insoluble. Donc quand il est insoluble, en général, il n'est pas assimilable. La grande notion dont peu de personnes parlent, ce sont les antinutriments. Les antinutriments, ce sont des toxines qui sont dans les végétaux. Si vous n'êtes pas encore familier avec ça, qu'est-ce que c'est une toxine végétale? En description, je mettrai un lien vers un ouvrage qu'on a écrit avec Carla, qui parle spécifiquement de ça. Mais basiquement, pour ceux qui ont la flemme, dans les végétaux, il y a des toxines. Toutes les espèces vivantes sur Terre se battent pour protéger leur progéniture. Les animaux, donc comme nous, peuvent se défendre avec des griffes, ils peuvent courir, ils peuvent crier, ils peuvent se défendre, ils peuvent se battre. Mais les plantes, elles sont strictement immobiles. Donc pour pouvoir défendre leurs graines, elles ont, elles, un mécanisme chimique. Ce mécanisme chimique est censé vous dissuader, vous, être humain, de manger ces aliments-là. Le problème, c'est que même si beaucoup d'aliments sont comestibles, donc ils ne sont pas mauvais en goût, etc., pour autant, dans ces aliments-là, ces végétaux, il reste des toxines. On a réussi, via les hybridations, etc., à rendre les végétaux goûtus, mais pour autant, dans leur génome, il y a encore ce fonctionnement donc, primitif de défense chimique, qu'on appelle antinutriments ou toxines végétales. Une étude hyper intéressante qui a mesuré donc les taux de zinc absorbés via des huîtres avec des aliments donc, végétaux à côté. Il faut savoir que, alors si vous lisez le petit livre, on parle d'acide phytique, on parle d'oxalate, on parle de lectine, le gluten, c'en est un aussi, très connu. Ici donc, l'acide phytique, qu'on a souvent dans les produits céréaliers, dans la coque en fait de produits céréaliers, ou également dans les noix par exemple, ou même les légumineuses, il faut savoir que l'acide phytique, ça va venir donc, chélater le zinc. Donc ça va vous mettre en carence de zinc si vous mangez trop de cette toxine-là. Et dans cette observation-là, on remarque que donc les huîtres, on a vu avant que les huîtres étaient ultra riches en zinc. Et donc quand on mange une huître toute seule, le taux de zinc absorbé, bon, il est pas de 100%, il n'y a quasiment aucun aliment qui a une biodisponibilité de 100%, ça n'existe pas. Mais le fait est que, ce qu'on remarque, si on mange nos huîtres avec donc ici des haricots noirs, ou ici donc une tortilla donc à base de maïs, eh bien l'absorption du zinc elle est grandement diminuée
parce qu'elle est parasitée par la présence donc, de haricots ou de maïs par exemple. Haricots et maïs qui contiennent l'acide phytique. Donc ça pour moi c'est une notion qui est hyper intéressante et dont peu de personnes ne parlent. Autre paramètre hyper important, ce sont les médicaments. Donc là je prends un exemple tout bête, les statines et la vitamine D. On va faire un petit chemin, voilà. On va observer un peu la voie métabolique de synthèse de la vitamine D à partir du tout départ, donc avant le cholestérol. Donc tout démarre avec donc l'acétylcoenzyme. C'est pas utile de tout connaître, on s'en fout en fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les statines, pour faire diminuer le taux de cholestérol, et les statines, elles vont inhiber ce truc-là, HMG-CoA. Donc HMG-coenzyme, une enzyme qui permet en tout cas la synthèse de cholestérol. Donc quand on prend une statine, ça va inhiber l'enzyme qui est responsable de toute cette cascade d'événements qui va mener à la synthèse de cholestérol. Donc quand on inhibe l'enzyme, on inhibe le cholestérol. Le problème, c'est que le cholestérol, c'est une des pierres de base de synthèse de vitamine D. Donc ici, une autre cascade métabolique qui démarre donc du cholestérol et qui aboutit à la forme de vitamine D active. Donc on se rappelle, biodisponible, forme active, là c'est pareil. Il y a plusieurs formes de vitamine D dans le commerce qu'on peut vous vendre. Dans les petites gouttes, là, les petits flacons, souvent c'est écrit D2 ou D3, et c'est ça en fait. La vitamine D2, c'est la forme de vitamine D végétale. Elle est très très peu active, donc très peu assimilable. La D3, elle est déjà beaucoup plus active. Et souvent d'ailleurs, vous remarquerez que c'est écrit D3K2, parce que la K2, la vitamine K2, c'est un cofacteur d'absorption de la vitamine D. Donc s'il y a une carence de K2, il y aura une carence de D. Donc je reviens ici, ça va directement diminuer l'absorption du calcium et du phosphore. On l'a vu donc au début de la vidéo, et c'est retrouvable dans ces gros tableaux là. Si vous tapez sur Google vitamine, minérale, interrelationship ou un truc dans le genre, ou chart aussi, vous tomberez sur ce genre de tableau où c'est écrit voilà compatible. En gros, ça veut dire qu'ils ont une affinité ensemble. Non compatible, c'est qu'ils sont antagonistes. Neutral, c'est que l'un n'influence pas l'autre. Et ici, on remarque bien que la vitamine D, elle a une influence directe sur le calcium et le phosphore. Donc une carence en un peut induire une carence en un autre. Ça, c'est valable pour tout. Et malheureusement, aucun complément alimentaire ne pourra rétablir cet équilibre. Donc c'est nécessaire d'apporter au corps dont il a besoin via des aliments qui sont extrêmement denses, mais c'est encore plus nécessaire en fait de pouvoir les absorber efficacement. Ça, ce sont les points suivants. Car les points suivants en fait, ce sont la santé de la muqueuse intestinale. Est-ce qu'elle est poreuse ou est-ce qu'elle est irritée? L'absorption des nutriments se fait au niveau intestinal, donc on appelle ça les entérocytes, c'est les cellules dans l'intestin. Et sur ces entérocytes, il y a comme des sortes de petits poils au-dessus. Et ces petits poils, c'est ce qui fait que les nutriments sont absorbés. C'est là que ça se passe en fait. Mais quand l'intestin il est irrité au hasard, quand on mange extrêmement fibreux, eh bien ces petits poils-là, ils vont se résorber. Or, quand ces poils sont très très longs et qui prennent beaucoup de volume, eh bien ça vient augmenter la surface de contact avec les nutriments. Et donc ça permet à ces nutriments d'être facilement et efficacement absorbés. Mais si ces petits poils ils se résorbent, ça va diminuer la surface de contact et donc ça va diminuer l'absorption. Ça c'est pour le côté irritation, mais quand l'intestin il est poreux, au hasard quand on mange un max de gluten, donc ici ça c'est les petits poils dont je parlais avant, normalement en fait les cellules, donc les entérocytes, maintenant vous savez, ces cellules elles sont toutes liées entre elles de façon très hermétique pour empêcher justement que des éléments viennent fuiter. Donc on appelle ça la lumière intestinale. La lumière intestinale ça veut dire dans l'intestin, donc viennent fuiter de la lumière intestinale vers la circulation sanguine. Et d'ailleurs, ça, c'est un énorme vecteur d'intolérance alimentaire. Il y aura une vidéo par rapport à ça, mais si vous cherchez encore pourquoi vous avez plein d'intolérances alimentaires, la réponse se trouve souvent ici, c'est que votre intestin est totalement poreux. Ça peut être des enzymes aussi, mais ça c'est autre chose, mais bien souvent, c'est lié à ce phénomène. Car dans ce que vous mangez, malheureusement, en fait, si votre intestin est poreux, des éléments au sein des aliments se retrouvent en circulation, donc dans votre sang. Malheureusement, ils n'ont absolument rien à faire ici, ce qui va engager donc une réponse immunitaire. Une réponse immunitaire, ça peut être les yeux qui piquent, nez qui coule, des mangeaisons, etc. Bref, un peu comme des réactions allergiques. Et souvent, c'est ça qu'on appelle intolérance. Donc en résumé, en fait, si vos microvillosités elles sont résorbées et que en plus, et ou, des fois ça va ensemble, que votre intestin est une vraie passoire, non seulement vous assimilez rien, mais en plus ça va fuiter quelque part. Autre point important, donc c'est tout ce qui est enzymes et bile. Donc ici, exemple très simple, c'est que la bile, donc stockée, donc produite par le foie, est stockée dans la vésicule biliaire. C'est elle qui va être responsable de l'émulsification des graisses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand les graisses arrivent, il faut pouvoir transporter ce gras d'un point A à un point B. Et le corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'émulsifier. Et une émulsion, c'est comme quand on prend de l'eau avec de l'huile et qu'on touille super vite avec une fourchette. On touille, on touille, on touille, et après on a plein de petites bulles, comme ça, de petites bulles d'huile. Et c'est ça qui se passe en fait. La bile, elle est chargée d'émulsifier les graisses, donc les rendre à l'état de bulles pour qu'elles puissent être transportées facilement d'un point A à un point B. Mais si, par exemple, on vous a fait une ablation de vésicule biliaire, ça c'est un vrai problème, parce que vos lipides ne seront pas correctement émulsifiés. Donc ça sous-entend un moins bon transport des lipides. Et pour les enzymes, c'est un peu pareil. On a donc l'amylase pour l'amidon, les protéases pour les protéines, les lipases pour les lipides. Les enzymes, donc l'amylase, ça se passe dans la bouche, les protéases, lipases, ça se passe dans le foie et le pancréas. Donc l'amylase, c'est le plus simple comme exemple, c'est que ça se passe dans la bouche. Si, au hasard, vous utilisez beaucoup de dentifrice qui sont à base de fluor, des bains de bouche comme pas possible tous les jours, vous venez en fait tuer tout le microbiote qu'il y a dans votre bouche. Le problème, c'est qu'il y a une grosse interaction entre
microbiote et sécrétion enzymatique. Et avoir un biote buccal totalement déglingué, donc par des produits de ce type-là, hein, et bah ça va influencer la sécrétion d'enzymes. Et si au hasard vous avez un déficit d'amylase qui est induit par une altération de votre microbiote buccal à cause d'un bain de bouche ou dentifrice au fluor et autres, il n'y a pas que ça dedans qui est un problème, et d'autres éléments, mais ça c'est le principal, et bah malheureusement, comme vous n'avez pas d'amylase, donc l'amylase en fait c'est l'enzyme qui permet à l'amidon d'être dégradé pour pouvoir être assimilé ensuite. Donc si vous avez un déficit d'amylase qui est induit par ce que j'ai raconté avant, malheureusement, l'assimilation de votre amidon, donc dans vos pommes de terre, dans du riz, hein, pour ceux qui en mangent, eh bien elle est compromise, ce qui va réduire donc la biodisponibilité de vos glucides dans cet aliment-là. Autre exemple encore avec l'acide gastrique et la vitamine B12. Donc là, j'ai pas trouvé d'image, donc ce sera un texte, hein. Dans votre estomac, il y a de l'acide gastrique. Jusque-là, j'apprends rien à personne, hein. Mais dans votre estomac, il y a également d'autres enzymes. Ici, on parle donc de la pepsine. Quand vous mangez un produit animal qui est très chargé en vitamine B12, donc comme tous les produits animaux en fait, avoir un acide gastrique suffisamment acide, donc performant, et une bonne activité de votre pepsine, permettra d'extraire la vitamine B12 de la protéine animale. La B12 elle a un fonctionnement un peu particulier, puisqu'ensuite la B12 qui est extraite de la protéine animale, elle va être très vulnérable à l'acide gastrique. Donc il faut vite la protéger pour qu'elle puisse être assimilée à la toute fin de l'intestin dans ce qu'on appelle l'iléon. En fait, c'est la portion de l'intestin qui est juste avant d'arriver au côlon. Je mettrai un petit schéma à l'écran. Donc, cette vitamine B12, elle va se lier à ce qu'on appelle la protéine R pour arriver dans le duodénum. Le duodénum, c'est donc juste ici. Ça, en fait, c'est le début de l'intestin grêle. Donc, la B12 dans votre steak là, elle passe ici dans l'estomac. L'acide gastrique, s'il est performant avec la pepsine, si elle est performante, permet d'extraire la B12. Elle va se lier à la protéine R pour arriver jusqu'ici. Et ensuite, encore une fois, la B12 est très vulnérable. Et bien pour arriver donc à la fin de l'intestin, donc juste avant le côlon, elle doit encore se lier à ce qu'on appelle le facteur intrinsèque. C'est pas le but de la vidéo, on s'en fout. En fait, ce que ça veut dire, c'est que si votre acide gastrique est trop faible, au hasard en ayant une diète ultra végétale par exemple, ou à cause d'un traitement donc, aux IPP, donc type oméprazole par exemple, eh bien ça va totalement compromettre l'assimilation de votre vitamine B12. Entre autres, il y a d'autres vitamines et d'autres minéraux qui dépendent de cette action-là, d'acide gastrique, hein, mais la B12, c'est la plus révélatrice. Donc, encore une fois, on a un élément que personne ne soupçonne qui va altérer un autre élément. Et dernier facteur, encore un autre exemple, on appelle ça la méthylation. Alors c'est un truc qui est très compliqué, très complexe à expliquer, hein. Le cycle de la méthylation permet de recycler votre vitamine B9. Enfin, c'est pas à ça que ça sert en fait, hein. Mais dans le cycle de la méthylation, il y a un recyclage de la B9. La B9 est transformée et ensuite elle est recyclée pour être réutilisée. Parce que souvent, en fait, un commentaire que je reçois, c'est oui, Météo, toi tu manges presque carnivore, hein. Moi je mange animal based, donc j'ai un socle animal très marqué dans ma diète, hein, voilà. Et on me dit souvent, Météo, comment tu obtiens ta vitamine B9? Parce qu'il est vrai qu'on a beaucoup de B9 dans donc, les crucifères, ce genre de choses. Alors c'est vrai, on a beaucoup de B9 dans ces produits-là. Mais la méthylation, comme j'ai dit, permet un recyclage de la B9. Et en clair, quand votre méthylation fonctionne au top, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, en fait c'est plus rentable d'avoir un très bon recyclage, d'ailleurs qui dépend de la B12. C'est plus rentable donc d'avoir un très bon recyclage de la B9 plutôt que de bourriner la B9 via donc les produits végétaux, mais d'avoir une très mauvaise méthylation. Donc voilà un petit peu les différents facteurs qui font que tu n'assimiles pas correctement ce que tu manges. Et pourquoi en fait c'est un frein dans ta guérison directe. Donc la conclusion de la vidéo, c'est qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Donc déjà, manger dense en nutriments qui sont biodisponibles. Pour ceux que ça intéresse, en description encore une fois, j'ai écrit il y a très longtemps un guide sur, selon moi, les meilleurs aliments les plus denses en nutriments. Il sera en description, c'est gratos, tu télécharges, tu regardes. Ensuite, évitez de rompre les synergies avec des complémentations au hasard. Ça, je vous jure, dans tous les appels que j'ai pu faire, tous les DM Instagram que j'ai pu avoir, ou dans tous les coachings qu'on a pu faire avec Carla, systématiquement, on a des gens qui arrivent avec des listes comme pas possible de compléments alimentaires. Il y en a genre 5, 10, 15, 20 pour certains, c'est énorme. Et comme j'ai dit au début, franchement, il faut d'abord passer par l'alimentation pour ne pas rompre cette synergie qui pourrait être totalement contre-productive. Et souvent, les gens sont un petit peu déroutés quand sur une liste de 15 compléments, je leur dis garde-en genre juste 2, parce que les 13 autres ne servent absolument à rien. Ensuite, on se prémunit des métaux lourds et des sources de toxiques chez soi. Donc les métaux lourds, il y en a dans l'eau du robinet, dans l'eau de la douche, etc. L'eau du robinet, ça peut se filtrer avec des gourdes filtrantes au hasard, mais alors, le meilleur pour l'instant, en tout cas de ce que je connaisse, c'est les filtres à osmose inverse. Pareil, pour l'eau de la douche, ça paraît, je vous jure, ça paraît bizarre comme ça, mais l'eau courante, elle est blindée de chlore. Je vous mettrai un tableau périodique des éléments à l'écran, mais le chlore, ça va directement parasiter l'activité de l'iode. L'iode qui est indispensable pour l'activité thyroïdienne. Donc si je reprends les termes techniques, le chlore est un antagoniste de l'iode. Donc l'iode, il est rendu moins biodisponible parce qu'il est parasité par un excès de chlore. Vous commencez un peu à capter le truc? Sauf qu'on n'a jamais été exposé dans notre vie à autant de chlore. Donc il faut s'en prémunir pour ne pas parasiter l'activité de l'iode. L'iode que personne ne mange, mais que vous pourrez avoir en fraction biodisponible et en quantité si vous mangez par exemple des huîtres. Est-ce que vous commencez un peu à capter la logique dans ce que je raconte? Donc pareil pour la douche, il y a des filtres pour les pommes de douche
Pareil en description, une marque Biotège, ça marche super bien. Après les métaux lourds, il y en a dans plein d'aliments végétaux en vérité. Je pense que je ferai une vidéo juste pour ça d'ailleurs, dans les médicaments, dans la cosmétique, dans les vax, etc. Il y en a partout. Ensuite, on évite donc les antinutriments. 3 solutions, je ne dis pas aux gens d'arrêter totalement et de bannir définitivement ces produits-là, même si effectivement bannir c'est la solution la plus efficace. Préparer ou diminuer. Effectivement, déjà si on diminue la présence d'antinutriments, donc les toxines végétales, on vient grandement diminuer ce phénomène. Il y a aussi un autre phénomène, c'est la préparation. À l'heure actuelle, beaucoup de gens mangent des céréales ou des légumineuses sans préparation. Qu'est-ce que j'appelle préparation? Les anciens, en tout cas les populations ancestrales, cuisinaient les légumineuses en les faisant tremper, en retirant la peau, en les faisant bouillir. Le trempage, l'écossage et le fait de faire bouillir, ça diminue en grande partie ces antinutriments. Donc ça invalide pas en fait le fait de manger ces produits-là, hein, pas du tout, mais juste ça diminue grandement les risques. Pareil pour les produits céréaliers, avant on avait des blés qui n'étaient pas dopés au gluten pour pouvoir résister à toutes les contraintes météorologiques, et surtout on fermentait les céréales avec du levain. Le levain, c'est un produit enzymatique, c'est des bactéries, c'est un produit qui est vivant. Maintenant on prend des céréales qui sont dopées au gluten, et on les fait même pas fermenter en fait, on les fait lever avec une levure chimique. Donc ça n'a plus rien à voir du tout. Donc les gens qui mangent du pain blanc, ils mangent une quantité de gluten astronomique qui n'est même pas fermenté. Et comme on a vu avant, dans les céréales, il y a beaucoup de toxines végétales également, donc c'est double peine. Donc, entre un pain blanc qui vient d'une boulangerie prise au hasard et qui vend juste des baguettes blanches, et une boulangerie traditionnelle qui vous vend un pain au levain avec du blé ancien, dirigez-vous vraiment vers le pain au levain avec le blé ancien. D'autant plus que quand on fermente la céréale, pour le coup, les nutriments qui sont à l'intérieur sont vraiment rendus hautement biodisponibles. Donc c'est hyper intéressant en fait. Également, se renseigner sur son traitement médicamenteux. Donc dans ces vidéos ici sur cette chaîne, on va parler régulièrement d'antibiotiques, d'IPP, d'anti-inflammatoires, etc. Ils ont tous des effets secondaires, c'est systématique, et ils vont tout le temps altérer votre biote, altérer votre santé intestinale, gastrique, hépatique et autres. Donc ça c'est hyper important de se renseigner sur les effets secondaires, sur comment ça marche. À l'heure où je parle maintenant, hein, ChatGPT, c'est un truc que tout le monde sait utiliser. Donc vous allez sur ChatGPT et vous mettez juste quels effets secondaires pour tel médicament et comment cela peut altérer ma santé digestive. Point. Posez la question, vous aurez la réponse. Et enfin, pour moi, ça c'est un truc qui est hyper important, c'est de faire et de savoir faire des auto-observations pour déterminer l'état de sa muqueuse, de son foie, de son estomac, la qualité des selles, etc. Pour ça, j'ai pondu il y a très longtemps un carnet d'auto-analyse, mais je ferai une vidéo spécifique pour parler de ce petit PDF que je vous donne encore une fois. C'est hyper important de savoir s'auto-analyser. Nous, en coaching, on demande aux gens de le remplir tous les jours. C'est hyper important parce que c'est un levier d'analyse qui est ultra puissant. Plus notre paramètre, plus notre analyse à Carla et moi, elle peut être fine et juste. Mais quand on avance à l'aveugle, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça que le carnet, nous, on l'impose à nos coachés, mais aussi on vous le met, vous, un spectateur, à disposition pour que vous puissiez commencer de façon autonome, tout seul. Mais encore une fois, voilà, je ferai une vidéo spéciale sur le carnet, sur comment on l'utilise, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ce signe-là révèle sur la santé, etc. Je ferai une vidéo en détail par rapport à ça. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos suivantes sur la chaîne, pour ceux qui sont intéressés, d'aller voir les autres vidéos, ou également de nous contacter sur Instagram. Sachez qu'on répond au maximum à tous les messages. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. Et pour ceux qui ont des questions, besoin de conseils personnels, on peut en parler en commentaire ou en message privé Instagram, il n'y a aucun souci. Et pour ceux qui ont besoin d'aide pour implémenter tout ça dans son quotidien, pour que ce soit beaucoup plus simple, nous on propose de l'accompagnement pour vous rendre la tâche beaucoup plus facile.